préparation des municipales, deuxième rencontre en ce moment au sommet PC-PS. En principe, tout devrait être réglé ce soir entre les deux partis de la majorité. Va-t-on vers un nouveau changement dans la politique nucléaire française? Un rapport préconise l'abandon du retraitement des déchets nucléaires. Et puis du nouveau pour les turfistes, 4 tiercés de plus au premier trimestre 83 et un trio urbain tous les jours. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous n'avons pas pu résister ce soir à la tentation d'insuffler en début de ce journal un peu d'esprit de Noël sur l'actualité. C'est un conte de fées des temps modernes, tout droit tiré des romans de Xavier de Montépin. L'histoire d'une porteuse de pain qui faisait sa tournée en sabots de bois, hier encore dans un petit bourg des Côtes du Nord. Et puis d'un marin au grand cœur et au grand large. Arrive le loto, sans crier gare, 6 400 000 francs. L'homme est touché par la grâce sur son bateau au large du cap de Bonne-Espérance, le bien nommé. Il saute à l'eau ou presque et se précipite dans le premier avion et à son arrivée, ce matin, disent les spécialistes de la sécurité à Orly, plus de journalistes, de micros et de caméras que si Reagan et Andropov étaient arrivés bras dessus bras dessous. Dans la foule, Jérôme Camilly et, vous allez le voir, nos deux héros. Voilà, tant de micros et de caméras qu'on n'a même pas pu entendre ce qu'ils se disaient. Je pense qu'on va le réentendre à la fin de ce journal. En tout cas, 1 million de joueurs il y a 6 ans à la création du loto, 10 millions aujourd'hui. Gageons qu'une affaire comme celle-là va encore arranger ses affaires. Pour l'instant, le record avoisine les 10 millions de francs à Toulon et nos deux héros, eux, vont empocher 6 500 000 francs dans leur petit village des Côtes du Nord. Bien, puisque le sujet n'est toujours pas prêt, de leur passer... La porteuse de pain de Ploëzec en Bretagne a livré ses clients comme elle le fait chaque jour. Ce matin, à Orly, elle a retrouvé Claude, son mari, qui navigue depuis 19 ans à bord des pétroliers et qu'elle n'aurait pas dû revoir avant 3 mois. Aujourd'hui, Claude et Josette sont riches, ils ont gagné 6 400 000 francs au loto. Et tout à coup, pour eux, c'est la vie de château qui commence. La nuit des retrouvailles dans un palace des Champs-Élysées. Et dès demain, pour leurs 3 enfants qui les attendent en Bretagne, ils prépareront leur premier Noël de millionnaires. Vous avez l'intention de changer quelque chose à votre vie maintenant? Non, c'est-à-dire, je n'aurais plus besoin de partir tous les 2 mois pour 4 mois séparés, retourner à la maison, des congés en vitesse, repartir encore sans arrêt. Vous pensez que vous allez faire un autre métier? Oh non, je ne pense pas, non. Non. Vous voulez plus travailler? Oh, si, mais travailler comme j'aurais envie. Quel âge avez-vous? 42. Vous pouvez prendre votre retraite aujourd'hui? Bien oui, je me gagne assez. Quel cadeau vous allez vous faire l'un à l'autre? Bien, ma femme voulait une petite bague. Une jolie, quoi. Une très jolie bague. Hein. Alors il y aura ça, toujours. Et vous? Oh, rien. Une voiture. Oh, non. Voilà, passons donc maintenant aux choses sérieuses ou réputées telles, avec tout d'abord bien sûr les négociations PC-PS. Deuxième séance cet après-midi pour essayer de régler tous les conflits à 2 mois et demi des municipales. Les 2 délégations ont commencé leurs travaux vers 5h30 avec 1 heure de retard et elles ne sont toujours pas sorties, Jean-Michel Mercurol. Jean-Michel ? Oui, Patrick, à l'heure qu'il est, le sommet PCPS n'est toujours pas terminé. La réunion a été plus tardive que prévu et se prolonge depuis bientôt 2h30 entre Lionel Jospin, Jean Popren, Paul Quilès pour le Parti Socialiste, Georges Marchais, Paul Laurent, André Lajoigny pour le Parti Communiste, en tout 18 personnes autour de la table des négociations. Avant de trancher sur les têtes de liste aux municipales et de conclure un accord politique, 3 problèmes restaient à résoudre. D'abord, fixer définitivement la liste des 11 villes où auront lieu des primaires au premier tour. Ainsi, le PC souhaite éviter ces primaires dans 3 des 11 villes retenues par le Parti Socialiste, Sartrouville, Sevran et Nîmes. Le cas de Paris, ensuite, les socialistes revendiquent les 20 têtes de liste, mais le Parti communiste souhaite en conduire 4.
Le Parti socialiste pourrait céder, semble-t-il, dans le 19e arrondissement en faveur de Paul Laurent. Mais le 19e arrondissement, c'est aussi l'arrondissement du communiste critique Henri Fisbin, que les socialistes voudraient voir intégré à la liste d'union. Enfin, il y a les villes où le Parti socialiste a fait des concessions au Parti communiste en lui laissant la tête de liste, mais où les socialistes entendent bien être mieux représentés au sein de la liste. Voilà tout ce que l'on pouvait dire pour l'instant ici au siège du Parti communiste. Jean-Michel, vous nous appelez dès que les deux délégations sortent. Est-ce qu'on peut, Albert Duroy, tirer des conclusions du fait que cette négociation semble durer Pas vraiment, puisqu'il faut quand même se souvenir qu'au départ, les positions des deux partis étaient parfaitement claires, mais aussi parfaitement contradictoires. Pour le PS, il s'agissait de traduire au niveau municipal la grande victoire du printemps 1981. Donc le PS prétendait diriger les listes partout où les candidats socialistes alors avaient gagné devant les candidats communistes. Pour le PC, il s'agissait exactement du contraire, c'est-à-dire de limiter au maximum les ambitions de leurs partenaires. Sinon, vu la force que représente localement l'écharpe de maire, c'était reconnaître la suprématie socialiste pour longtemps. Et si les deux partis étaient restés jusqu'au bout sur cette position, l'affrontement entre eux aux élections aurait été général, avec les conséquences que cela aurait entraîné pour la solidarité gouvernementale. Donc durée de négociation normale. Et vous le laissez entendre, accord prévisible alors? Accord prévisible, il faut quand même bien se souvenir que les socialistes avaient déjà décidé qu'ils affronteraient le maire sortant communiste dans 11 villes, 4 en province, 7 en région parisienne. Qu'ils restent fermes ce soir sur ce point ne serait pas très étonnant puisque ce chiffre était déjà le résultat d'un compromis de leur part. Au départ, c'est dans 29 villes que le Parti socialiste voulait concurrencer les communistes. Le deuxième point sur lequel l'accord serait important, c'est pour Paris, où donc les socialistes pourraient concéder une tête de liste aux communistes, tête de liste hautement symbolique s'il s'agit de Paul Laurent, puisque c'est l'un des principaux responsables du Parti communiste. Juste un mot, Albert, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que 11 primaires au sein de la majorité. Non, non, il s'agit de 11 primaires dans les villes où les maires communistes, où le maire sortant est communiste. En revanche, dans beaucoup d'autres villes où le maire sortant est socialiste ou de droite, les socialistes ont décidé d'aller à la bataille au premier tour sous leur propre drapeau. Voilà, donc peut-être rendez-vous dans le courant de ce journal ou sinon à 23h15. Un autre mouvement veut présenter des candidats sur Paris, le GRAP, un mouvement de réflexion et d'action pour Paris. Au Conseil des ministres de ce matin, une déclaration de François Mitterrand, alors que les sessions des assemblées parlementaires se terminent. Il se réjouit de l'équilibre qui s'établit entre les pouvoirs pour le plus grand bien de la démocratie. Et puis 3 nominations, celle de Jacques Pomonti à la tête de l'INA, qui remplace Joël Le Tac, de Jacques Boutet, qui fut président de TF1 et qui devient directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au Quai d'Orsay, à la place de Jacques Thibault, et de Pierre Marion, ancien responsable du contre-espionnage français, désormais PDG de l'aéroport de Paris. Politique encore avec l'inévitable projection du débat sur l'enseignement vers le terrain politique. Aujourd'hui, intervention de l'Association parlementaire pour la liberté de l'enseignement, 265 députés et sénateurs. Son président, Jacques Barrot, souhaite un grand débat national et se déclare décidé à tout mettre en œuvre pour empêcher l'adoption de cette législation. Si vraiment le gouvernement ne se ressaisit pas et ne retire pas ses propositions, nous combattrons, nous les parlementaires, au Sénat et à l'Assemblée, de toutes nos forces. Et puis il nous reste encore un recours au Conseil constitutionnel, car en 1977, le Conseil constitutionnel a admis que la liberté de l'enseignement était un des principes de notre Constitution, et je crois que cet avis du Conseil constitutionnel est tout à fait essentiel, mais je veux croire que c'est les très nombreuses familles françaises qui feront reculer le gouvernement sur des propositions qui me paraissent très graves parce qu'elles touchent aux droits même de la personne et de la famille. Le syndicat national des instituteurs accueille en revanche ces propositions gouvernementales de manière globalement favorable, avec quand même quelques réserves. Et puis on vient de m'apprendre au téléphone que Alain Savary, le ministre de l'Éducation, serait demain l'invité de l'antenne de midi. Autre négociation délicate en ce moment entre les partenaires sociaux, adapter les régimes de retraite complémentaires sur l'abaissement de l'âge de la retraite. C'était la première fois que patronat et syndicats se retrouvaient depuis la rupture des discussions sur l'assurance chômage. Bon climat ce matin au siège du CNPF, me dit Laurent Carenzo. Les partenaires sociaux se retrouveront les 6 et 11 janvier avec la même envie d'aboutir à un accord.
Vigoureuse réaction de la CGT ce matin à la suite d'une déclaration du RPR Bernard Pons qui avait dit Krasuki est le seul Polonais qui soit encore communiste. Monsieur Krasuki est un citoyen français, dit la CGT, qui s'indigne et se considère tout entière agressé au travers son secrétaire général. Indignation également du SNPMI de Gérard Deuil qui se déclare révolté et scandalisé par les propos du ministre Jean Auroux qui hier, au micro de RTL, semblait refuser la représentativité de ce syndicat. Il faut encore savoir qu'à Aulnay, chez Citroën, la production s'est arrêtée pendant plus de 4 heures à la suite d'un mot d'ordre lancé par la CGT pour exiger la réintégration d'un ouvrier portugais licencié. Savoir aussi que les rémunérations des fonctionnaires seront relevées de 2% dans 8 jours, au 1er janvier. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres. À un autre échelon de décision, les déclarations d'Hubert Dubedou, maire de Grenoble, qui préside une commission qui souhaite davantage intégrer les populations les plus défavorisées dans les centres urbains. C'est un problème qui dominera les 15 prochaines années, a dit Hubert Dubedou. Il dispose de 250 millions de francs distribués dans 16 quartiers différents. Un exemple de reconstruction d'un quartier insalubre, l'Almagare, à Roubaix. Une opération entreprise bien avant les propositions du maire de Grenoble, à l'entière initiative des habitants du quartier. C'est un reportage de Dominique Thiers et Jacques Douet. Depuis plus de 10 ans, Roger visite ces courées, des impasses de la misère, peu à peu dépeuplées, où ceux qui tentent de survivre sont encore exploités. Vous payez encore un loyer? Ah oui, moi je paye le loyer. C'est pas beaucoup, mais je paye. Combien vous payez encore? 12 000. À peu près 12 000. Car il a bien fallu 10 ans pour que Roger et les autres habitants du quartier quittent ces habitations sans confort. Et l'Almagare, c'était ça. Georges n'avait rien connu d'autre jusqu'à l'arrivée du bulldozer. Rien d'autre que ces maisons vétustes où dans l'unique lavabo on lave le linge, la vaisselle et puis on fait sa toilette. Les courriers, c'était des rats, des souris, enfin tout ce qu'elle veut, quoi. Hein? L'eau, il fallait aller chercher en 10 minutes, ou à chaque minute. Maintenant, on a tout sous la main. Oh, c'est terrible, hein. Mais qu'est-ce qui vous a motivé dans votre bataille, là? Parce que même des gens comme vous, les personnes âgées, vous vous êtes battus pendant des années pour avoir une amélioration. On s'est toujours battu, de toute façon. Même en étant jeune. Ben, qui c'est qui a fait les premiers quand j'ai payé, sinon que nous autres? Hein? Cette détermination, ils étaient 50, puis une centaine à la voir. Une centaine d'habitants qui refusent de voir leur quartier se transformer en tour de 15 étages. Ils proposent des plans qu'ils ont conçus avec des architectes. Les négociations avec les administrations s'enlisent souvent, mais les murs se montent. Aujourd'hui, la vie sociale s'organise autour de ces tables de l'atelier cuisine qui se transforment en restaurant de quartier tous les midis. À 2 pas, l'école, tous les matins, est un lieu de rendez-vous où l'on évoque les problèmes de la cité. Ceux des jeunes qui attendent depuis des mois des stages de formation professionnelle. À l'Almagare, 60% des habitants ne vivent que d'allocations familiales, d'allocations logement ou chômage. Dans une maison sur 3, il y a des années que le père ne part plus travailler le matin. Marie-Paul s'est installée il y a 2 ans dans son nouvel appartement lorsqu'elle fait ses comptes, ce confort est cher payé. On est bien avec des murs, mais tous les gens qui habitent ici, c'est des gens qui sont pauvres. Hein, moi j'ai ici 16 francs 71 par personne par jour à vivre avec moi et mes 5 gosses. J'ai ma voisine qui a 7 francs 23 pour vivre par jour, elle aussi avec ses enfants. Alors on est beau avec des beaux murs et tout ce qui est à l'intérieur. Mais il faut vivre ici. Comment on fait quand on a 16 francs par jour et par personne? Qu'est-ce qu'on choisit? Moi j'ai choisi de ne pas payer mon loyer. J'ai choisi de ne pas payer mon loyer, mon eau je ne l'ai pas payé, mes impôts locaux je ne les ai pas payés. Je ne peux pas payer ça et priver mes enfants. Un jour ou l'autre ils vont venir, ils vont me dire bon ben vous pouvez pas rester là, on vous expulse. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 5 enfants? L'urgence pour Marie-Paul, comme pour une centaine de familles de l'Almagare, c'est d'éviter l'expulsion. La municipalité, elle, constate que le relogement ne suffit plus.
L'Almagar, ça a été d'abord une opération de logement. Il s'agissait de faire sortir des gens qui vivaient dans des conditions de taudis à travers les courets, de leur donner un logement qui était meilleur. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut leur donner effectivement du travail, il faut leur donner une raison et une responsabilité. C'est tout le développement social et c'est ce que nous faisons maintenant dans les 4 quartiers qui ont été retenus au titre de la commission du Bedou. À Roubaix, plus de 10 000 personnes vivent encore dans ces courets sur fond d'usines vides. 16 francs par jour. Un autre chiffre impressionnant, celui des chômeurs dans la communauté européenne, 11 700 000 pour les 10 pays du marché commun. L'accord franco-saoudien s'est fait. L'Arabie saoudite va finalement prêter 4 milliards de dollars à la France. Le nom de Washington aux propositions de Yuri Andropov, qui voulait limiter les missiles à moyenne portée, SS-20, à un nombre égal à celui des missiles français et britanniques, inacceptable, a dit le porte-parole du département d'État, après Londres. Ces propositions de désarmement nucléaire adressées à l'Occident par le chef du PC soviétique auront incontestablement constitué le point fort des cérémonies du 60e anniversaire de l'URSS, cérémonie qui vient de se terminer. C'est juste avant que ces représentants des forces armées soviétiques soient venus présenter leurs étendards que cette commémoration s'est solennellement achevée par un appel à la paix. Un appel à la paix adressé au Parlement, au gouvernement et aux partis du monde entier. Ce message à la paix a repris quelques-uns des points forts du discours de M. Andropov, à gauche sur l'écran, le nouveau secrétaire du Parti communiste, qui faisait là sa grande entrée politique. Le document d'aujourd'hui a réaffirmé, entre autres, l'engagement soviétique de ne pas recourir, la première, à l'emploi de l'arme nucléaire. Et puis cette journée de clôture fut celle des interventions des chefs des délégations étrangères. 2 d'entre elles ont été spécialement enregistrées par la télévision soviétique à destination de l'étranger. Celle du général Jaruzelski, qui a réaffirmé que la Pologne est en mesure de surmonter ses difficultés par ses propres forces, tout en restant un maillon solide de la communauté socialiste. Intervention à remarquer aussi celle de M. Babrak Karmal, président du Conseil révolutionnaire afghan, qui a estimé qu'il n'existe pas de problème qui ne peut être résolu par la négociation. M. Karmal avait d'ailleurs hier, dans une conférence de presse, évoqué l'existence de négociations indirectes avec le Pakistan. Puisque nous sommes à Moscou, il faut encore savoir que l'ambassade d'URSS en France a fait parvenir une lettre aux principaux médias français, que ce soit les magazines, les quotidiens, la radio ou la télévision, pour leur reprocher d'avoir participé à la campagne de diffamation impudente, dit l'ambassade, campagne lancée contre l'URSS et la Bulgarie à propos notamment de l'attentat contre le pape Jean-Paul II. L'ambassade de Bulgarie a d'ailleurs adressé une lettre très semblable, désinformation, disent les Bulgares, en parlant de plusieurs médias occidentaux. Les Afghans ont fait pratiquement de même pour ce qui les concerne, et vous savez que le PC avait avant-hier soir lancé un appel du même style en saisissant la haute autorité qui vient de recevoir la lettre de M. Marchais. Dans son premier paragraphe, le secrétaire général du PC dit « Nous avons pu relever plusieurs exemples incontestables d'invention, de manipulation, de tromperie, de mensonges. De tels procédés sont dangereux pour la paix et pour la démocratie. » Force ouvrière s'en prend à cet appel et à celui de l'ambassade d'URSS en dénonçant dans ce dernier cas l'inadmissible ingérence d'une puissance étrangère. Et nous voici donc revenus en France avec cette question. Faut-il continuer à retraiter les combustibles nucléaires? Faut-il poursuivre l'activité de l'usine de La Hague? C'est une commission présidée par l'académicien Raymond Castin qui pose très sérieusement la question au ministre de l'Énergie qui lui avait commandé un rapport il y a un an. Jacques Violet. Depuis longtemps, les écologistes se battent contre le retraitement de ces fameux déchets nucléaires si dangereux, notamment pour 3 raisons. Premièrement, la France, avec son usine de La Hague sur ces images, est devenue la poubelle des pays qui retraitent les déchets, comme le Japon, la Suède et bien sûr la France elle-même. Deuxièmement, le retraitement conduit inévitablement à faire circuler sur les mers et sur les routes ces déchets qui, même bien protégés, comme dans ces containers appelés des châteaux, constituent un risque énorme. Enfin, le retraitement, c'est aussi le plutonium et les utilisations militaires du nucléaire, c'est la fabrication de la bombe atomique. Avec ce rapport, il semble que le point de vue des écologistes
ait été entendu. Le rapport dit à peu près ce que disent les écologistes depuis assez longtemps. Il y a deux hypothèses. Ou bien ce n'est pas la peine de retraiter, et c'est ce que les écologistes disent. Et je signale d'ailleurs que la voie du non-retraitement, qui est choisie par de nombreux pays, serait aussi à l'avantage d'EDF, parce qu'elle pourrait pousser ses centrales davantage, et ça coûterait beaucoup moins cher. Et puis, si on doit continuer à retraiter quand même, parce qu'on a tellement investi là-dedans, alors il faut retraiter beaucoup mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Mais si on retraite beaucoup mieux, ce qui veut dire qu'on le faisait mal jusqu'à présent, ça veut dire qu'il faudra payer encore plus cher. Et déjà, l'usine de La Hague coûte en réalité 40 milliards de francs et pas 23. Si on retraite mieux, elle coûtera à peu près, je sais pas moi, 100 milliards. C'est super Concorde. Ce rapport sera remis au gouvernement le 11 janvier 1983. Aujourd'hui, le commissariat à l'énergie atomique n'a pas officiellement ce rapport entre les mains. Mais d'ores et déjà, il se félicite du coup de chapeau rendu à l'usine de La Hague par les scientifiques, qui, rappelons-le quand même, ne veulent pas exclure l'hypothèse de l'arrêt complet du retraitement. Pour l'instant donc, il ne s'agit, je le répète, que d'un rapport au ministre désormais de se prononcer. Autre ministre à s'être exprimé cet après-midi pour Antenne 2 à propos du tiercé. Il s'agit du secrétaire d'État André Sellard qui veut désormais proposer aux parieurs 4 nouveaux tiercés pour le premier trimestre 83 et l'institutionnalisation d'un trio urbain tous les jours. Alors qu'en est-il? L'enquête de Pierre Brest. Pour que les courses prennent un bon départ en 1983, il faut que leur recette augmente de 18%. Une seule solution, solliciter les turfistes. Dans la répartition de ces nouveaux enjeux, entre le plat, l'obstacle et le trot, les trotteurs se verront attribuer 6% des ressources. C'est une première mesure d'urgence annoncée par M. André Sellard, qui étudie actuellement un projet de réforme des courses. Je peux vous dire que pendant cette période, justement, nous allons concerter, nous allons faire 4 tiercés supplémentaires le samedi. Et on va les faire... pour amorcer ce rééquilibrage du trot et du plat, on va le faire en donnant ces 4 tiercés en février et en mars au trot. Il y a une deuxième mesure aussi que je voudrais vous annoncer, c'est le remplacement du supercouplé par un pari trio urbain qui pourra donc se faire pour les journées sans tiercé et qui devrait donner, avec l'autre mesure, une augmentation des ressources. Donc il n'y aura que 4 tiercés supplémentaires d'annoncer pour l'année prochaine. Pour le premier trimestre. Seulement. Pendant la période où nous concertons, je pense qu'elle doit durer 3 mois, donc nous devons, pendant cette période-là, assurer l'équilibre des sociétés. Est-ce que le prix du tiercé va changer? Tiercé toujours à 5 francs. Au cours du premier trimestre, ces 4 tiercés supplémentaires devraient rapporter chaque samedi environ 65 millions d'enjeux. L'État fait un prélèvement de 15 400 000 francs et les sociétés de course ne récupèrent que 5 800 000 francs de bénéfices. C'est pour cette raison que l'on a créé un autre événement, le trio urbain, qui devrait quotidiennement attirer de nombreux parieurs car les possibilités de gains sont plus alléchantes qu'avec le super couplé. Les trios urbains et les 4 tiercés supplémentaires serviront de test au cours du premier trimestre et si les résultats sont satisfaisants, l'expérience sera étendue en cours d'année. Pierre Brest, qui soit dit en passant, vous propose sa sélection pour le quartet de demain, le 10, le 8, le 3, le 15, le 7, le 5, le 12 et le 16. Le temps maintenant, un chapitre important de notre journal à la veille d'un très grand départ sur les routes, nous allons en reparler, mais tout de suite le point sur les inondations, c'est dans la région de Poitiers que la situation est de loin la plus grave, également dans la Haute-Saône. Un peu moins grave ce soir où le Clin a amorcé sa décrue quand même. Mais le pont Joubert demeure coupé à la circulation. Et le pont de l'Intendant Le Nain qui relie la rocade Est à la porte de Paris s'est fissuré sous la pression des eaux. Un état-major de crise a été réuni par le préfet afin de prévoir l'accueil des sinistrés de nombreux quartiers de Poitiers restant inondés. Les files de voitures étaient nombreuses en ville, tout le monde voulait se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Améliorer les prévisions, donner l'alerte plus tôt en cas d'inondation, c'est la préoccupation générale. Un industriel de la Dour, dans la région de Bordeaux, Claude Duit, s'est penché sur le problème des secours. L'engin qu'il a conçu, le D'Artagnan, c'est la Providence, disent les pompiers. Bateau gonflable et barque étant peu commode en cas d'inondation, il a mis au point une embarcation en aluminium très légère, 640 kg. Pas d'hélice, donc pas d'obstacle pour le D'Artagnan qui franchit les troncs d'arbres et même les digues en souplesse. Son prix 86 000 francs, 30 D'Artagnan ont déjà été vendus. Il est promu, disent les spécialistes, à un grand avenir. Et régulièrement, nous nous posons la même question au lendemain d'inondations. Dans ce siècle de progrès, ne peut-on pas mieux prévoir une catastrophe naturelle d'apparence aussi banale?
eh bien il existe déjà un système qui, d'abord dans le bassin de la Garonne, va permettre de limiter l'intervention à un petit quart d'heure. Patrick Esther et Alain Pagano. Une digue comme celle-ci, construite sur les bords de la Garonne, protège efficacement un quartier entier. Seulement, pareille digue représente un investissement considérable et pose bon nombre de problèmes écologiques. La meilleure preuve, c'est que jusqu'ici, la rive en face, elle-même, n'est pas équipée. En fait, empêcher un fleuve ou même une rivière de déborder est quasiment impossible. Pour limiter les catastrophes, le ministère de l'Environnement a investi en force cette année dans le développement des moyens d'alerte rapide. Premier bassin à être équipé, celui de la Garonne, un fleuve fougueux et vif, dont les niveaux varient de plusieurs mètres en quelques heures et dont les crues ont souvent surpris les riverains. Clé de voûte de cette organisation, la salle centrale de Toulouse, une ruche en activité 24 heures sur 24 en période difficile, comme dans beaucoup de domaines, l'ordinateur y est roi. C'est lui qui reçoit et analyse les milliers de mesures réalisées par plus de 120 stations automatiques, réparties à des points clés sur la centaine d'affluents que compte le bassin de la Garonne. Reliées par radio aux centrales de Toulouse, ces cabines peuvent communiquer en permanence les débits et les hauteurs d'eau. L'ordinateur va alors calculer l'évolution de la montée des eaux, prenant en compte des facteurs aussi variés que par exemple la faculté d'absorption du sol et l'évolution des pluies sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Ces calculs électroniques, mariés avec la rapidité des liaisons radio, vont permettre d'avoir une idée très précise de l'évolution des crues en aval, et cela en un temps record. Pour rapatrier l'ensemble des informations collectées sur le réseau, il faut moins de 6 minutes. Et avant, combien de temps fallait-il avec les systèmes traditionnels? De 3/4 d'heure à 2 heures. Mais les avantages de l'informatisation ne s'arrêteront pas là. Une fois le risque d'inondation connu des personnels de cette salle, encore faut-il répercuter la nouvelle vers les autorités qui prendront les mesures nécessaires. On utilise pour cela un télécopieur qui va transmettre par fil téléphonique les avis de crue aux préfectures. Les préfets alerteront à leur tour les maires des communes concernées. Il se sera alors écoulé 17 minutes. Il fallait auparavant 6 heures et même parfois plus. Autre système de prévision très efficace, celui-là aussi, l'écoute quotidienne de la minute d'Alain Gillot-Pétré. Alors demain? Trop gentil, eh bien on voit la vie en bleu, le temps nous gâte. Par terre évidemment c'est ennuyeux, il y a des inondations, mais au niveau du ciel c'est fini, il ne pleut plus ou presque plus. Regardez la photo satellite de cet après-midi. Vous voyez que le mauvais temps était largement passé sur la Méditerranée, quelques nuages par-ci par-là, un peu de neige sur la Normandie, c'est venu de Grande-Bretagne, mais dans l'ensemble, la France était relativement dégagée. Il faut surveiller ceci, c'est une dépression qui est en train de se former et qui, en tournant comme ceci, demain peut faire passer quelques nuages sur les Alpes donnant de la neige et sur la Corse donnant des orages. La carte pour les maires des communes concernées, il se sera alors écoulé 17 minutes, il fallait auparavant 6 heures et même parfois plus. Autre système de prévision très efficace, celui-là aussi, l'écoute quotidienne de la minute d'Alain Gillot-Pétré. Alors demain? Trop gentil, eh bien on voit la vie en bleu, le temps nous gâte. Par terre évidemment c'est ennuyeux, il y a des inondations, mais au niveau du ciel c'est fini, il ne pleut plus ou presque plus. Regardez la photo satellite de cet après-midi. Vous voyez que le mauvais temps était largement passé sur la Méditerranée, quelques nuages par-ci par-là, un peu de neige sur la Normandie, c'est venu de Grande-Bretagne, mais dans l'ensemble, la France était relativement dégagée. Il faut surveiller ceci, c'est une dépression qui est en train de se former et qui, en tournant comme ceci, demain peut faire passer quelques nuages sur les Alpes donnant de la neige et sur la Corse donnant des orages. La carte pour demain va mieux vous indiquer tout ce que je viens de vous dire. C'est assez simple, il y a quand même beaucoup de soleil avec quelques petits passages nuageux sur l'ensemble du pays. Donc possibilité de neige sur les Alpes et d'orage en Corse. Toujours du vent de nord à nord-ouest sur les côtes de la Méditerranée, donnant donc du très beau temps. Et puis progressivement on verra arriver sur l'extrême pointe de la Bretagne, mais vraiment à l'extrême pointe, quelques nuages donnant des petites bruines. Attention, elles pourraient être verglaçantes, ces petites bruines-là. Et pour demain et pour après-demain, eh bien, c'est un temps assez médiocre qui va s'installer sur la moitié nord du pays, avec surtout de la neige et des pluies verglaçantes, mais très très peu. Les gelées de matin à l'intérieur de cette zone-là, de 0 à -5, et oui, ça baisse de plus en plus, et l'après-midi, vous le voyez, cela reste froid, de 4 degrés, c'est le minimum dans le nord-est, à 12 degrés, toujours dans le sud-est, à Nice. Demain, c'est le jeudi 23 décembre, nous aurons une minute de soleil en moins, mais c'est la dernière, je vous le promets, après-demain, le soleil, on aura une minute en plus. Levé 8h44, couché 16h55, c'est le premier quartier de lune, et c'est la Saint-Armand.
Voilà une dernière plage d'informations avant de refermer tout à fait ce journal. Aucun survivant parmi les passagers de l'avion hollandais qui s'est écrasé en Saône-et-Loire, à Huchon. Il y aurait une dizaine de victimes, tous de cette nationalité néerlandaise. Première séance de négociation vendredi, c'est-à-dire à la veille de Noël, négociation entre Libanais et Israéliens, c'est ce qu'on laisse entendre de sources libanaises. Ces négociations auraient lieu dans la banlieue sud de Beyrouth et non pas à Jérusalem comme longtemps les Israéliens l'avaient souhaité. En Espagne, toute la police espagnole en alerte pour prévenir un attentat de l'ETA avant les fêtes de Noël et puis la remise des grands prix nationaux au ministère de la Culture à un certain nombre de personnalités totalement diverses comme Nathalie Sarraute, Patrick Dupont, Aimé Césaire, Jacques Demy, Jean-Luc Godard. Je vous rappelle que PCPS, eh bien, ce n'est toujours pas terminé. Les municipales se peaufinent encore au siège du PC. Je pense que c'est Martine Laroche-Joubert qui, à 23h15, devrait vous en dire davantage. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée à tous.